coupable. Je situe sur le plan juridique, il ne faut pas laisser passer effectivement le fait qu'on puisse retenir la responsabilité des éleveurs pour les morsures des chiens patous dans les cas, je dirais, dans les Si cas les loups classiques. n'étaient pas dans Paris ce 23 février, les parlementaires, si. C'est à l'initiative du député de la Lozère, Pierre Morel à l'huissier, que le dossier loup a pris une toute nouvelle tournure et une dimension supplémentaire ce jour-là. Autour de lui, réunis dans les salons de l'Assemblée, sénateurs, députés européens, députés français, mais aussi élus locaux, syndicats agricoles, éleveurs, organismes pastoraux, ainsi que des membres de la Commission européenne, du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. C'est un panel très riche que le député de la Lozère avait réuni autour de lui pour aborder le problème de la prédation loup de façon objective et sereine, pour enfin dresser des lignes de solutions et faire des propositions extrêmement concrètes dans le but de préserver l'agropastoralisme qui fait toute la richesse de nos pays ruraux. On a dit que ce n'était pas un débat pro-loup, anti-loup. La seule question, c'est de savoir où on décide. Et là, effectivement, il faut s'adresser aussi à l'Europe, où on décide de mettre le curseur. L'actualité récente, c'était Ségolène Royal qui a donc publié un décret pour autoriser le prélèvement de 4 loups supplémentaires en cas de, voilà, selon les circonstances. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette politique-là, ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? C'est tout le problème qui est posé dans cette rencontre parlementaire qui associe députés, sénateurs, députés européens de toute tendance politique, c'est important. En fait, on pose plusieurs questions. On nous dit qu'il y a 280 loups en France. Personne ne le sait. Et tout le problème est là. C'est que si on part sur une équation qui est fausse, comment voulez-vous que la réponse des pouvoirs publics soit adaptée ? En fait, il y avait 10 départements impactés par le loup il y a 15 ans. On est à 36 départements. Donc ça prouve qu'il y a de plus en plus de loups. Et le problème aujourd'hui, c'est la régulation. Et ce n'est pas par des petites touches arrêtées, décrets, que l'on règle le problème. Donc il faudrait quoi ? Augmenter le nombre de prélèvements, mieux le répartir sur le territoire, comment faire ? Aujourd'hui, le loup fait l'objet d'une protection internationale absolue. La Convention de Berne, 1979. À l'époque, on disait qu'il manquait, il y avait 25-30 loups sur le territoire français. Donc ça pouvait se justifier. La directive communautaire Habitat a repris, grosso modo, la directive, la Convention de Berne. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, première question, est-ce que la protection internationale est encore adaptée ou pas ? Première question. Et cette journée a pour objectif d'apporter des éléments. Et il y a eu des échanges d'ailleurs assez fournis et assez virils. Mais c'était l'objectif. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement ont répondu sur ces aspects-là. Aujourd'hui, l'État français est en quelque sorte arc-bouté sur cette protection internationale. Ce n'est pas notre position. Ensuite, il y a des possibilités... C'est quoi votre position alors justement ? La position, c'est aujourd'hui de retirer le loup de la protection internationale absolue, l'annexe 2, 4, et de faire baisser un peu le régime de protection, pour donner plus de latitude aux préfets et aux éleveurs de tuer un certain nombre de loups pour essayer de réguler. On a un peu le même problème, mais ce n'est pas une espèce dangereuse, c'est le sanglier. Aujourd'hui, il y a des sangliers partout sur le territoire. Mais quel est le curseur alors justement ? Comment est-ce qu'on établit le nombre de loups à abattre par an ? C'est tout le sujet, mais quand on voit qu'il y a 10 000 brebis de tuer, à un moment donné, dans les territoires où il y a une prédation récurrente, on laisse le tir de prélèvement immédiat. Pas de mesure de protection, pas des filets, pas des chiens, les patous. On dit aux éleveurs, et on dit au lieutenant de louveterie, allez-y, vous pouvez tirer dès que vous voyez un loup. À un moment donné, c'est une problématique sur 1, 2 ou 3 ans. Une fois que ces prélèvements auront été faits, la population de loups sera moins importante et les prédations seront moins importantes. C'est un moment on est dans un problème de régulation immédiate. Et ça, le ministère de l'Environnement l'entend. La réponse justement du ministère de l'Environnement, c'est de 40 millions par an, qui fluctue 4 ou voire 6. Qu'est-ce que, en termes de chiffres, est-ce que ça vous convient ou... Non, ça ne peut pas convenir, puisque malgré les prélèvements qui se font aujourd'hui, les prédations augmentent. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. C'est un département de plus impacté par an. Donc on voit bien que la politique menée aujourd'hui par l'État français ne va pas. On a d'ailleurs posé une question, puisqu'il y a des représentants de la Commission européenne, qui évidemment
sont là pour préserver la directive Habitat, qui a repris la Convention de Berne. Ils nous ont dit qu'il y a des pays où il n'y a pas le loup. Ils nous disent dans le même temps, le loup c'est la biodiversité. Il faut laisser cet animal dans la vie de tous les jours. Mais dans des pays où il n'y en a pas, est-ce que la vie biotope et la biodiversité est plus mauvaise? La réponse est non. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est une problématique de régulation. Jean-Claude Bourret, qui est un spécialiste du loup, a dit, à un moment donné, quand on reprend tous les écrits qui ont été effectués sur le loup, tous disent, on régulait à l'époque, en 1800, en 1900, le loup. C'était 60 loups par mois qui étaient exterminés dans les années 1930-1940. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a protégé, mais l'effet de la protection fait qu'on a laissé pulluler cette population. Il faut aujourd'hui trouver un équilibre et commençons par faire une régulation un peu brutale et on verra bien le niveau de prédation et à ce moment-là on arrêtera. L'équilibre aura été trouvé. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre colloque aujourd'hui est biaisé parce qu'il n'y a pas de représentants des associations de défense de l'environnement? Comment voulez-vous qu'on fasse venir des associations de protection de l'environnement qui sont financées par le ministère de l'Environnement avec de l'argent public? À un moment donné, on ne peut pas être d'un côté de l'autre. Ils attaquent tous les arrêtés préfectoraux avec de l'argent public. À un moment donné, ils n'ont pas lieu d'être dans ce colloque, qui est un colloque organisé par les parlementaires. On essaye d'avoir une vision objective. On n'est pas là pour alimenter financièrement des structures budgétives. Mais dans un débat contradictoire, on est censé entendre oui. On a l'habitude de les entendre. Non, mais on a l'habitude de les entendre. Et le ministre de l'Environnement a expliqué sa position. Il y avait la thèse et l'antithèse. Mais à un moment donné, il faut avancer. Et ce sont des associations qui vivent sur la bête. C'est le cas de le dire. Ils vivent... tout ça, c'est de l'argent public. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Qu'ils veulent du loup, du loup, du loup. C'était pas ça l'objectif. Quelle est la protection? Quelles sont les dérogations? Quelles solutions juridiques et financières on peut apporter à cette problématique? Et ce n'est pas des associations pro-loup financées par l'argent public qui nous ont apporté un début de réponse. Et ce groupe national loup a également en charge de mettre en œuvre le plan national loup. Donc il y a un plan sur 4 ans. Donc il y a vocation de faire le bilan du régime passé. Monsieur Accoyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu participer à cette journée de travail sur le loup et les réponses qu'on peut y apporter en travaillant de concert à plusieurs, les élus, mais aussi les socioprofessionnels. Et vous venez en tribune de parler d'un droit fondamental, celui de la sécurité, du droit à la sécurité pour les gens. La prolifération d'espèces protégées qui ont été réintroduites, et aujourd'hui nous parlons du loup, pose des problèmes qui sont effectivement des problèmes fondamentaux. Des problèmes fondamentaux d'abord qui prennent de front le bon sens lui-même. L'homme a mis des siècles et des siècles à se débarrasser du loup qui menaçait l'homme et qui va à nouveau menacer l'homme si on continue comme cela. Et puis des problèmes qui touchent aux droits fondamentaux, les droits fondamentaux que l'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, droits fondamentaux qui sont la liberté, le droit de propriété et la sécurité. Ces 3 droits fondamentaux sont bafoués par la prolifération. Alors, les éleveurs n'ont plus la liberté d'aller et de venir et de travailler. Ils n'ont plus la sûreté, la sécurité de leur troupeau. Évidemment, leur droit de propriété est bafoué. Donc, il faut maintenant revenir à un peu de bon sens et comprendre que cette prolifération est inacceptable, que la France ait suffisamment de poids politique à Bruxelles pour le faire comprendre, mais sans attendre que Bruxelles change la Convention de Berne, qu'il faudra de toute façon changer un jour, dès maintenant, pour faire respecter ces droits fondamentaux, que des décisions soient prises au niveau de l'État, c'est-à-dire des préfets, pour apporter la réponse en termes de régulation et de diminution drastique de cette prolifération qui menace aujourd'hui le droit de travailler des éleveurs et très vite menacera la sécurité de l'homme lui-même. En cette période d'élection, vous demandez aussi très clairement à chacun de se positionner par rapport à tout cela. Oui, évidemment. Nous sommes des défenseurs de l'environnement. Y a-t-il de meilleurs protecteurs de l'environnement que les éleveurs, que les paysans? Non. Donc ils sont, et c'est leur engagement,
engagé à protéger l'environnement. Pour qu'ils le protègent, il faut qu'ils puissent travailler, avoir cette liberté de travailler. Ils ne peuvent plus travailler, et je ne parle pas du préjudice moral, c'est-à-dire des moments horribles qu'ils vivent, eux, leur famille, et même leur héritage ancestral. Donc vous pensez que ce débat va passer aussi dans la campagne, soit pour les présidentielles, soit les législatives? Il faut que tous les candidats s'engagent clairement sur ce qu'ils vont faire concrètement pour maîtriser les dégâts considérables causés par la prolifération. Donc on a essayé, via les sources officielles recueillies jusqu'ici, de dresser un petit peu une évolution donc, de la population de l'eau en France. Pendant près de 2-3 heures, on a eu 15 000, 20 000 attaques, y compris venant de Russie, d'Autriche. Ils sont très organisés, mais ce sont des ayatollahs du système. Ouais. Et ça, vous croyez que c'est tous des gens de la cause des loups? Ils vivent là-dessus. C'est un gagne-pain. Ils sont tous administrateurs à l'UICN, si en même temps, hein, ou WWF. Hein. Donc à un moment donné, comme on n'est pas totalement ignorant de la chose, on leur dit, bon, écoutez, là il y a quand même une diversité d'approches, il y a des préfets, il y a des avocats, il y a des magistrats. Alors on nous dit mesures de protection, acheter des patous, des chiens. Les patous aujourd'hui, quand ils sont en protection, ils deviennent dangereux. Et on a eu des accidents. Et là, ça coûte de l'argent, en plus c'est financé par l'argent public. Enfin, à un moment donné, on avait 2 millions d'euros injectés sur le loup. Protection et réalisation des troupeaux abîmés, on est à 20 millions d'euros en l'espace de 10 ans. Bon, on va. Quand est-ce que. Quand on sera à 40 millions, à 100, 200, 300 millions? Non, enfin, à un moment donné. Et puis si ça continue comme ça, vous avez le monde de l'élevage qui va disparaître. Il faut voir un jour vraiment, de manière très objective, vous allez dans un secteur où il y a eu une prédation, vous parlez avec un agriculteur de 50 ans, comme ça m'est arrivé, qui peut normalement constituer, qui se met à pleurer devant vous parce que ces troupeaux ont été abîmés. C'est juste à un moment donné, ça ne peut pas être faux. À un moment donné, vous avez des brebis qui agonisent, j'ai vu ça, puisqu'ils avaient gardé des brebis pour montrer ce qu'est capable de faire un loup. Voilà, à un moment, je crois qu'on parle beaucoup du loup, mais qu'est-ce qu'on fait de l'être humain et de l'éleveur? Il y a une vraie question. Bon. Merci. François Berne, avocat, je suis avocat à Chambéry et je suis ici parce que j'ai plaidé pour d'abord une clientèle agricole, FNSEA, enfin FDSEA de Savoie, et puis je plaide pour des éleveurs confrontés au problème du loup et notamment des morsures de chiens patous. Alors, Monsieur Berne, beaucoup vous voient comme la solution en ce moment, puisque vous êtes à l'origine d'une méthode juridique qui pourrait bien être un début de solution. Alors c'est une solution malheureusement qui est, je dirais, temporaire et qui tend simplement à dédouaner les éleveurs de la responsabilité qu'on essaie de leur faire peser au regard des morsures de leurs chiens patous. C'est une problématique qui est lourde pour eux, puisque on leur reproche le comportement de ces chiens qui ont des difficultés à faire la part entre le risque afférent à une attaque de loup et puis les risques d'intrusion qu'ils analysent comme des risques d'intrusion de promeneurs, de cyclistes ou autres. Et la difficulté, c'est que les éleveurs ont été cités devant des juridictions pénales. On leur a reproché le comportement de leurs chiens, alors que ces chiens leur sont imposés non pas seulement par la présence du loup, mais aussi par l'État et les directives européennes, qui les incitent à avoir des mesures de protection, et particulièrement des chiens patous, pour endiguer les attaques et endiguer aussi les indemnisations. Or, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas faire des chiens patous qui, à la fois, fassent fuir le loup et lèchent la main des touristes. On ne sait pas. Je crois qu'il y a des équipes qui travaillent sur cette question-là, mais les chiens patous ont des avantages, et seuls à pouvoir faire fuir un loup, mais ils ont des inconvénients qui est de déborder de leur mission en, parfois, mordant des touristes. Et toute l'argumentation, c'est d'expliquer qu'effectivement, les éleveurs sont obligés de faire appel à ces chiens, et ils ne sont pas responsables du comportement de ces chiens, qui parfois effectivement débordent. Alors vous disiez que c'est un vrai problème de société, en cela
que la société doit en être au courant et donc trancher sur où on place le curseur. Et oui, absolument, parce que dans un premier temps, on a mis les éleveurs face aux victimes de morsures et devant les tribunaux, sans raisonner plus loin et sans s'interroger sur le fait, mais d'où vient le problème? Le problème, il vient de la présence du loup et de savoir ce qu'on veut faire de cette présence et de savoir l'intensité qu'on veut donner à cette présence. Plus le loup sera présent de façon intense, plus il y aura des difficultés de ce type. Donc effectivement, il y a un rôle de pédagogie à avoir pour bien faire comprendre que le problème des patous, ce n'est pas le problème des éleveurs, mais c'est le problème de l'ensemble de la collectivité et cette problématique d'ensemble qu'il faut prendre pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on veut faire avec cette présence du loup. M. Berne, merci. Revoir le comptage des loups, c'est quand même le point central, parce qu'à partir du moment où on part de chiffres faux, il est assez facile de comprendre que l'État français ne fait pas ce qu'il devrait faire si les chiffres étaient différents. Deux, prévoir un comptage par massif, ça permettrait d'éviter des orientations qui ne sont pas bonnes. Fixer juridiquement la notion d'intérêt général, de l'activité d'intérêt général pour le pastoralisme. C'est une notion juridique importante et nous allons y travailler. Mettre en place une responsabilité de l'État sur les chiens de protection. On nous impose des chiens de protection, à un moment donné ces chiens posent problème, il faut que l'État en assume la responsabilité. Renforcer les pouvoirs de police des maires, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques mois et qui permettra de préserver les maires d'un certain nombre de responsabilités. Créer une responsabilité sans faute, c'est un peu technique, mais c'est le rôle des parlementaires. Responsabilité sans faute de l'État pour la notion de protection d'espèces dangereuses. À un moment donné, la Convention de Berne, la directive communautaire nous impose et impose aux États membres une protection lourde. Si l'État ne fait pas ce qu'il faut au niveau de l'élevage, on peut créer une responsabilité sans faute qui mettrait à la charge de l'État un certain nombre de responsabilités. Septième mesure, revoir le dispositif quota de prélèvement. À un moment donné, on n'est pas dans la bonne mesure sur les quotas de prélèvement. Huitième mesure, adopter le principe de précaution à la prédation du loup. C'est un principe constitutionnel. Il faudra que l'État en assume la responsabilité. Neuvième dispositif, nous conclurons devant le Conseil d'État avant le 23 mars, sachant que le Conseil d'État a enjoint à l'administration de l'agriculture et de l'environnement de répondre sous un délai fixé. Et le dossier sera examiné certainement en juillet 2017. Il s'agit, je vous le rappelle, de mettre en cause la responsabilité de l'État pour erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas les mesures d'accompagnement, tant au niveau de la directive communautaire que des mesures d'urgence qu'impose aujourd'hui la prédation du loup. Dixième proposition, c'est de faire remonter à l'ensemble, et on va le faire très rapidement, à l'ensemble des candidats à la présidentielle, la problématique du loup pour qu'il y ait un engagement précis de chaque candidat à l'élection présidentielle. On voit bien que c'est un sujet de droit international, de droit communautaire, et à un moment donné, la problématique du loup ne peut pas être totalement extérieure à ce qui se passe au niveau des propositions parlementaires. On aura l'occasion avec un certain nombre de parlementaires, mais quelles que soient les orientations partisanes, chaque candidat sera interrogé à travers une motion et ils devront prendre position sur qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Convention de Berne, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la directive communautaire, qu'est-ce qu'on fait au niveau des tiers des prélèvements et des quotas. Il faudra des réponses précises et chacun seul jugera de l'engagement des uns et des autres. Vous vouliez prendre la parole? Monsieur Lassalle, bonjour. Bonjour. Donc, en matière de loup, s'il y en a un qui connaît bien le dossier, c'est vous. Je crois, je pense. Je ne suis pas le seul. Donc, vous êtes venu aujourd'hui pour apporter quel message? Je suis venu pour apporter le message que la cohabitation entre les loups et les troupeaux, et les bergers, le pastoralisme, est absolument impossible en France. Je crois pouvoir le dire parce que j'ai tout essayé des décennies durant. Alors c'était plutôt avec les ours. Les loups sont arrivés maintenant chez nous, c'est impossible. Alors, je vais vous dire que j'ai même créé une association environnementale, des racines et des hommes protégés sans interdire,
qui réunit beaucoup de nos collègues d'ailleurs, un peu sur toute la France, parce que la vision que nous avons de la protection de la nature est totalement erronée. D'abord, les loups ne sont absolument pas menacés en France, ni d'ailleurs en Europe, ni ailleurs dans le monde. Donc c'est déjà un mensonge capital. C'est un paradoxe, on n'arrive pas à quantifier le nombre de loups en France. Non, mais s'il n'y avait que celui-là, ce ne serait pas grave. Par contre, ils sont en train de détruire une activité qui compte parmi les plus sacrées que nous ayons dans notre pays. C'est celle du pastoralisme. Imaginez une France sans pastoralisme. Partout ailleurs, ils l'ont laissé tomber. Nous l'avons maintenu tellement vivant, et c'est tellement beau. Et les produits sont tellement exceptionnellement goûteux et de qualité. C'est uniquement une très grande entreprise financière qui est derrière tout ça. Et c'est une entreprise d'ordre spéculatif qui fait que les plus grands pollueurs de la planète versent un impôt au WWF qui organise, si vous voulez, toutes ces introductions de loups et d'ours, qui finance des petites associations locales où il y a des vrais protecteurs de la nature. Il faut pas ils y croient, ils ne connaissent pas l'histoire. Et cela a littéralement changé le territoire national. Donc je suis obligé de dire, je ne veux pas me faire de publicité, mais il n'y a qu'une solution. C'est la révision de la directive Habitat et des textes européens. Je suis obligé de dire aussi que je suis candidat à la présidence de la République. Si je suis élu, c'est un des premiers chantiers auxquels je vais m'atteler. Je ne veux pas de Frexit, mais je veux que la France retrouve sa capacité politique et économique au niveau de l'Europe. C'est indispensable pour la France, parce que la France aujourd'hui ne sait plus où elle habite, elle fait n'importe quoi. Et c'est indispensable pour l'Europe et pour le monde. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les dispositions, il n'y a pas que celle-là, mais parmi les dispositions que la France abrogera, bon gré ou mal gré, après tout, on n'est jamais mort d'une petite crise européenne. Eh bien, ces directives et toute leur ramification, les loups sont incompatibles avec l'activité humaine, l'activité pastorale, l'activité légendaire de nos montagnes. Et on ne peut pas à la fois demander que nos montagnes soient si belles, qu'on lutte contre les incendies, contre ces ravages qui emportent nos villes dans la plaine, et détruire les bergers un à un, comme nous sommes en train de le faire. Donc ma réponse est claire, nette et précise. André Barré, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maire de Hurs-la-Parade. On ne vous présente plus par rapport à votre action sur le loup, notamment avec une certaine association, le Cercle. Et vous étiez ici aujourd'hui pour participer à ces journées. Qu'est-ce qu'elles ont amené? Qu'est-ce qu'elles posent comme problème particulier? Qu'est-ce qu'elles ont mis en évidence? Alors la première chose, c'est que vraiment on constate encore qu'il y a une difficulté de prise de conscience de la part de l'Europe d'une réalité du terrain. On sent la manipulation encore, on sent des faux chiffres, on sent tout un travail qui est à faire. Et peut-être cette journée apportera peut-être des éléments de prise en compte par rapport à l'aspect juridique des choses. Je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Comment un État, par exemple, peut-il décider, seul ou pas, de réintroduire une espèce sur un territoire sans consulter les populations concernées? C'est une des premières questions qui se posent. Après, tout le reste découle d'une volonté et de la puissance des lobbies. Ça a été exprimé cet après-midi, on sent très bien une puissance énorme des lobbies environnementalistes, c'est évident. Alors, M. Accoyer parlait il y a quelques minutes même du droit à la sécurité. Les agriculteurs ont-ils droit à la sécurité? Alors, ils ne sont pas attaqués physiquement par les loups, mais physiquement, ils sont impactés grandement. Alors, ils ne sont pas attaqués par les loups pour l'instant, c'est une question de temps. Je viens de voir un reportage très récent sur l'Arménie, où des gens ont été attaqués par des loups, donc c'est une question de temps. Voilà, ça sera 1 an, ça sera 5 ans, ça sera 10 ans, peu importe, mais c'est juste une question de temps. Alors on a droit à la sécurité comme tout citoyen. Je pense qu'on est sous-considéré. Je crois que c'est la puissance, je parlais de la puissance des lobbies, je crois qu'on est vraiment dans cet aspect des choses. On a cité le WWF, c'est important. Je crois que le WWF est attaqué en ce moment par rapport à des déplacements de population sur certains territoires. En réalité, en France, c'est exactement la même chose qui se passe de façon très discrète.
mais très efficace, parce que la présence de prédateurs en surnombre fait que la position n'est absolument pas tenable par les éleveurs. Voilà, c'est tout simple. Après le reste, oui, c'est un travail énorme, c'est un travail monstrueux, ce sont des combats pour retrouver une légitimité, pour exprimer le droit qui est le nôtre. Voilà, tout simplement, le droit à vivre. Monsieur Barré. Madame la Présidente, bonjour. On vous retrouve dans des locaux parisiens pour cette journée de travail sur le loup. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? On était là pour surtout chercher des propositions, trouver des propositions concernant la lutte contre la présence du loup sur nos territoires et surtout amener des vraies réponses, un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais aller vers des vraies réponses pour amener aux éleveurs. On a passé une après-midi à chercher, on a des pistes de travail. On a surtout, c'est ce que je retiendrai peut-être de plus fort, un grand collectif autour des éleveurs, de l'élevage. On a aujourd'hui tous les maires qui se regroupent en association. On a des élus, des parlementaires, que ce soit députés ou sénateurs, Conseil de la montagne, députés européens, qui sont vraiment là pour défendre le pastoralisme, défendre les éleveurs et refuser la présence du loup sur ces territoires et trouver des moyens de lutte. Et je crois que c'est le plus fort de ce qu'on a fait cet après-midi, c'est de voir cet élan qu'on a autour de nous, un soutien très fort. On l'avait retrouvé, on le trouve momentanément auprès de l'État quand on demande certains droits de tir ou protection, mais on n'a pas quelque chose de durable, de permanent. Et là, je pense qu'on peut trouver une écoute permanente et on peut commencer du lobbying, du vrai lobbying, pour justement obtenir des avancées sur ce plan-là. La Convention de Berne, on a bien compris qu'on ne pourrait pas la toucher. Moi, je reste convaincue qu'avec du lobbying, on peut faire bouger des lignes. Peut-être pas sur la Convention de Berne, mais au moins sur nos territoires, comment agir contre le loup. Et ce lobbying, aujourd'hui, avec des députés, des sénateurs, des députés européens, on peut être encore plus fort sur ce point-là. Et les éleveurs attendaient vraiment des réponses fortes de cette journée. Il faut savoir que socialement, c'est très très difficile de vivre en présence du loup, d'avoir des troupeaux attaqués. Les éleveurs souffrent énormément. On parle souvent d'économie, on parle peu de social. C'est très très difficile de vivre avec le loup présent sur nos troupeaux, sur nos territoires. Bien souvent, on ne dort pas, on vit mal, nos familles en souffrent beaucoup, nos enfants ont du mal, on n'installe pas de jeunes. Il fallait ce signe fort. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a obtenu grâce à des élus qui ont eu le courage de nous mettre tous autour de la table et de dire on est à vos côtés, on y va et on fait des affaires. Christine Valentin, merci. Vous avez parlé des droits de l'homme et combien ça coûte. En termes de propositions à tout ce qui a été dit cet après-midi, je voudrais en rajouter deux et j'aimerais bien que ce soit entendu. Excusez-moi, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Allez-y. Voilà. Donc, combien ça coûte, monsieur Accoyer? Voilà. On dit 22 millions d'euros distribués aux agriculteurs. On ne met toujours ça qu'en avant ce que l'agriculture coûte. Mais en réalité, la problématique du loup coûte beaucoup plus cher que ça. Il y a plus de 1000 agents de l'État qui travaillent là-dessus. On a fait un calcul rapide, c'est 60 millions d'euros. En réalité, on parle aujourd'hui, messieurs les élus, vous avez des projets politiques, on parle de supprimer des agents de l'État dans plein de circonstances, notamment dans la santé, notamment dans les écoles. Et on vient de créer plus de 1000 emplois dans les services administratifs pour la survie du loup en France. On marche sur la tête. Donc, nous demandons un rapport de la Cour des comptes sur la gabegie financière du loup en France. Ça, c'est la première proposition. Ok, alors, j'étais pas loin de la vérité. Voilà. Donc, deuxième proposition. Vous avez évoqué, monsieur Accoyer, également, la mise à mal des droits européens, des droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Savez-vous que depuis 20 ans de prédation, multiplié par 10 000 bergers en France, multiplié par un coût horaire, nous donnons tous, les salariés, et je ne parle pas du préjudice moral de tous nos amis éleveurs, nous donnons tous 6 à 8 heures par jour de travail bénévole pour le loup. On est au taquet de la législation française du droit du travail qui est de 44 heures, peut-être demain 48, mais en tout cas 44 pour 48, nous ça ne change pas le problème. En 4 jours,
nos contrats de travail, il est rempli, et le reste du temps, c'est du bénévolat pour la cause du loup. Multiplié par des milliers de bergers, multiplié par 20 ans de prédation, on a fait le calcul, l'État français, si on s'adresse à l'État, l'État nous doit 6 milliards d'euros d'heures de travail non payées. Voilà. Ça mérite un procès devant la Convention européenne des droits de l'homme pour tout ce que ça impose. Je sais, ça vous fait sourire, mais je sais de quoi je parle. Et puis la troisième chose, je m'excuse d'avoir eu un propos virulent tout à l'heure, au départ de mon propos, mais je venais juste d'intervenir après ce monsieur de l'Europe qui m'avait un petit peu mis en colère. Je précisais que nous étions venus, que de la commission parlementaire de 2003 à 2017, il s'était passé 15 ans, et qu'on avait l'impression que les Français ne croient plus en la République. Voilà. Et ça, c'est dommage. Moi, je viens d'entendre le propos de monsieur Lassalle, hein, et je dis, un berger à l'Élysée dans les mois qui viennent, ça fera du bien à la paysannerie française. Renaud de Loubépin, Sévenol et habitant du Gâtinais aussi, j'ai créé l'association des Amis de l'Égoile, du Bougest et du Lozère en 1991. Et en 1995, j'avais demandé à un historien du loup, Guy Crouzet, de venir nous faire une conférence sur le loup. Il y a donc déjà 22 ans. Il avait terminé sa conférence en disant « L'arrivée du loup dans une région, c'est le permis d'inhumer de la région ». Et depuis, j'ai abandonné la présidence parce que je suis trop vieux. C'est ma fille, Gilda de Cumont, qui a pris la suite. Alors j'ai pris la suite en 2007. Et depuis, j'ai fait venir 2 conférenciers à nouveau sur ce sujet du loup, parce que c'est un sujet absolument crucial pour notre région. C'est un problème social, agricole, mais surtout un problème de sécurité. Maintenant, il faut savoir que les touristes risquent gros pour leur sécurité, et nous-mêmes qui travaillons dans la nature. Alors, en plus, si je crois bien me souvenir, personnellement, vous êtes situé dans une zone qui est compliquée à gérer avec le loup, puisque vous êtes en partie en cœur du parc national. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend tout cela ? Ça sous-entend que nous avons beaucoup de servitudes, et ça sous-entend notamment qu'il y avait eu un avant-projet du parc national qui heureusement a été abandonné, mais qui classait le loup parmi les animaux d'une espèce relativement de haute valeur patrimoniale. Nous avons tous été excessivement inquiets de ce projet du parc national qui depuis a été abandonné, mais ça montre tout de même l'inconvénient d'être à l'intérieur de cette zone. Alors, heureusement, à Prévenchères, où je suis également propriétaire, je ne suis plus dans le parc, mais j'ai des loups encore qui viennent régulièrement attaquer les troupeaux des bergers. Est-ce que vous l'avez constaté directement, vous, cette présence du loup, elle est sensible sur le territoire ? Elle est très sensible sur le territoire parce que les gens commencent à avoir très peur. Et les éleveurs commencent à vivre d'une façon extrêmement nerveuse et inquiète et pensent ne pas pouvoir transmettre à leurs enfants ces exploitations agricoles. En tant que femme, comment vous expliquez qu'il y ait une naturelle empathie pour un animal mythique et que les brebis à côté n'ont pas la même empathie vis-à-vis du public ? On protège le loup, on ne protège pas la brebis ? Je crois qu'on est en train de donner le goût à tous les Français qui n'habitent pas la campagne du tout sauvage. Or, le tout sauvage, c'est bien quand on habite en ville, mais quand on vit de son travail agricole, de son travail d'élevage, le tout sauvage n'est pas compatible. Et c'est bon pour ceux qui ne subissent pas les conséquences du tout sauvage. Et c'est une grande mode à l'heure actuelle qui malheureusement est à condamner.